Okay, thank you everybody. My name is Sashveen. I'm the Tropical Infectious Disease Advisor for MSF France. It's my great pleasure to welcome you here to Epicentre Scientific Day Malaria Session, where some pivotal malaria research collaborations that Epicentre has been involved in will be presented, and as well as some key reflections from two esteemed colleagues in particular that are joining us here today from the Ministry of Health in Chad, who I'll introduce a bit more formally in just a moment. We will have the chance for some questions as usual, but please save them to the end of the session and we'll have a focused discussion. So our first presenter today, I would like to introduce you to Erwan Périou. He is the coordinator of the lab and NTD team in MSF Holland, and also a core and valued member of our intersection malaria working group. He's been supporting the implementation and maintenance of diagnostic services in MSF for 10 countries since joining MSF in 2011. Before this, he was involved in research in immunology and co-infections. He's been invited today to present the results of the surveillance of diagnostic deletions and the presence of artemisinin resistance mutations. And this is a collaboration between the Ministry of Health in South Sudan and MSF and Epicentre. Erwan. Hi, everyone. First, thank you for inviting me to present this survey, which was worked by all 5 operational centers present in South Sudan and Epicentre to look into a concern first from our clinicians and a more global concern. So it's about the prevalence of Plasmodium falciparum HRP2 and 3 gene deletions in South Sudan. And I'm happy to present those results today. I will not talk about K13 deletions, but if there are questions, we can also answer them. So malaria is a big problem in South Sudan, as we all know, with almost 10 million suspect cases in 2022 and 3 million confirmed cases and almost 4,500 deaths. And MSF, it's one of the things we do a lot in South Sudan. So we've been treating more than 300,000 malaria cases in 2022 and 2023. There's a high transmission rate, which is more seasonal in the north and more year-round, although endemic in the south. And as far as we know, it's almost exclusively by Plasmodium falciparum malaria. So why this survey? Well, because the most used malaria diagnostic in South Sudan and in many African countries is the HRP2 RDT, the histidine-rich protein 2 detecting test, which is a protein produced by falciparum only. It's produced in high quantity, and it allows to produce very solid tests that keep well up to 40 degrees. There's a lot of brands that are WHO pre-qualified. So that's a good reason to have it in a test. Of note that these RDTs also detect HRP3, which is a related protein also produced by Phi falciparum, and this is an important thing to remember. So what's the problem is that there are parasites that start having mutations and deletions in these genes, which were first identified in Peru and have since been identified in many more areas, and especially in the Horn of Africa and more broadly in Eastern Africa. There's not much data of use about South Sudan in terms of the impact of these deletions. And as you can see on the map here, this is a WHO threats map, which has a lot of studies or surveys available in the public domain, but their use is very variable because not all of them have been designed to look at actual impact on diagnostics. But what is known is that in Ethiopia, in certain regions, in Djibouti and Eritrea, and possibly in Sudan, there is issues with this. And the countries I named before have switched to different types of RDTs. So the impact basically is that if the genes are deleted, the proteins are not expressed, and you get a false negative RDT result if the parasite does not express their genes.
So why are we not simply switching to other RDTs? It's because there is mostly one alternative antigen that is detected by RDTs. It's the PLDH, the Plasmodium lactate dehydrogenase, which is produced in lower quantities and harder to detect. So there are different reagents that detect multiple species or Vivax or falciparum only. So the biggest problem is they have a higher limit of detection, so they will miss low-level infections. This is why the WHO recommends switching from the current HRP2 test to PLDH only if more than 5% of cases are missed by HRP2 compared to an alternative diagnostic, because you're missing the low level versus missing the deleted parasites. So how was this survey done? It was based on the WHO standard protocol for monitoring of PFHRP2 and 3 deletions. And the main objective, again, was to determine whether more than 5% of infected cases would be missed by HRP2 tests compared to an alternative test. In this case, the alternative test was a P-falciparum PLDH RDT because microscopy was not feasible in the remote sites and with the unstable context. So it's not a perfect gold standard, it's a comparator test that also detects falciparum. And this was done across 10 sites in South Sudan, mostly in the north, northeast, and 2 sites in the south. So the inclusion criteria were fever or reported fever in the preceding 2 days, and generally children under 5 or under 15 years old were included, and this was purely based on the program in place in the location. So not influenced by the study. Written consent was obtained and assent for the children above 7 years of age. Children with signs of severity were excluded and immediately referred, and previous enrollment in a study was also an exclusion criteria. A brief questionnaire was made, especially on the history of malaria, and both RDTs, the PF, PLDH, and HRP2 were performed in parallel, and a dried blood spot was made from the same capillary blood draw. This was for molecular testing, which was done at the Australian Defence Force Malaria and Infectious Disease Institute, that is the WHO center for this purpose, where they looked at the genes of interest, so HRP2 and 3, PFLDH, and a human tubulin gene as a control. And this was done on all the RDT positives, either or both RDT, as well as a subset of 20% of the negative cases. The sample size, very quickly, was based on the WHO protocol with Bayesian methods and really aimed at being able to tell whether more or less than 5% of cases would be missed, and assuming a 60% HRP2 RDT positivity and that 8 out of 10 sites would be able to participate, which led to the ambition to have 200 suspect cases per site, or 2,000 cases in total. So on the main findings, 1,842 participants were enrolled between January and March 2024 with a median age of 3. And almost all of them were residents of the county for at least 30 days, except in Malakal, where 37% arrived within the last 30 days. This is relevant in terms of interpreting the data if differences are found, because they could be imported. The RDT results, 40% of HRP2 RDT were positive across the sites with variability between sites, and 32% of the PF-PLDH, so already showing quite a difference in sensitivity. Now for the results, this is a very busy slide, but it's the most important results. So what we were interested to see is cases that would be positive on the alternative test, so the PF-PLDH, and negative on our current test, the HRP2. So 14 of such cases were found, which is 2.4% of the total tests that were positive for PLDH. And when the molecular analysis was done, only 2 of these cases were actually confirmed to be due to P-falciparum, HRP2, and 3 double gene deletion. If you remember, if only one gene is deleted, the other one will still be detected. The others were due to other malaria species, P. ovala, P. malariae, or were negative for PCR, so possibly false positive RDT results. So in summary, to simplify it,
Less 0.34% of the total PF-PLDH positive tests were negative for HRP2, which is well under the 5%. And the 2 sites where 1 case was found remained also well under the 5%, even if that's not statistically significant. And of note, none of the cases which were negative for both RDT was found to have a gene deletion. So we didn't miss case that had, for example, very low level of infection. So in terms of the conclusions, luckily the deletions leading to false negative HRP2 tests were rare and well under the recommended cutoff. And for now, the current HRP2 RDT appear appropriate. We can reassure our clinicians, but also this has been informing the National Malaria Control Program and also our own MSF programs. A limitation is that there was a decent geographic cover of South Sudan, but mostly, as you could see, on the northeast and a bit in the south. So other areas might show different results because these are often very localized issues. So follow-up is needed, and a study is currently going on with Armauer Hansen Research Institute in Ethiopia, covering other areas. There were some questions on the RDT chosen for the study, the PF-PLDH, because it detected some other species. So this is something WHO is aware of and following up with the manufacturers. It doesn't have an impact on the study conclusions, which were reassuring. But yes, whether this is the most appropriate test for such purposes. Some of the challenges and lessons learned from this survey, which was not as light as WHO was selling it, is that it took about a year of time and efforts to achieve a partnership between 4 parties, so MSF, the National Malaria Program, WHO, and the lab in Australia. Which was a huge effort, especially by Epicentre colleagues and Matt in particular, who led this. Of course, supervision in remote and difficult areas was hard, but we have pretty good programs and this was well achieved. The implementation delay led to missing seasonal peaks, which was not an issue because the results were very clear, the prevalence was very low, but had we been closer to the 5%, we would probably not have achieved a significant result. And on the positive side, the field side of things was relatively easy. To do 2 RDTs and take a DBS with a dedicated person was very feasible. And I'd like to thank our colleagues in Australia, especially Xin Cheng, who did all the testing, Matt, who did a lot of work, or most of the work to pull this together, and Jane Cunningham at WHO, who's been very helpful and continues to be very helpful in this area. Thank you. Thanks so much, Erwan. And yeah, it's really important research and reassuring findings for now, but does really highlight the need for ongoing surveillance in the region. For our next presentation, first we have Jessica Sayad Hilario. She is an epidemiologist at Epicentre for the last 10 years and holds a master's degree in public health from the Institut Pasteur. Before joining Epicentre, she worked in the field with MSF and also in headquarters in the operations department, and of course has been supporting the Chad mission for quite some years now. Then we have Nicholas Putney. He works at the Swiss Tropical and Public Health Institute, which is located in Basel, Switzerland, in the Analytics and Interventional Modelling group. Prior to being at Swiss TPH, he had a master's in statistics at the University of Geneva. And his current work is focusing on mathematical models and statistical methods to quantify the impact of malaria interventions with a particular focus on identifying strategies to really maximize public health benefit. So Jess and Nick are here today to share with us some key findings from a modelling study using routine malaria surveillance historical data from MSF's operations in Moisala in the south of Chad. A data model has been developed to assess the effectiveness of seasonal malaria chemo prevention in order to develop some really concrete recommendations to inform the future operational strategy for SMC. Thank you. Thanks, Sashi. Thanks.
So we are happy to share with you the modeling of malaria routine surveillance data to inform SMC strategy in Moisala, south of Chad. So to start with, what is SMC? SMC, seasonal malaria chemoprevention, aims to prevent malaria in children under 5 in areas of during the high transmission season and consists of monthly administration of sulfadoxine, pyrimethamine, and amodiaquine during the rainy season. It has proven to be effective in reducing malaria morbidity and mortality, and it is recommended since 2012 by the WHO in countries with high transmission, highly seasonal malaria. Since 2022, it's also recommended in countries with longer transmission season with strategies tailored to the country's needs. So in Chad, malaria is the leading cause of morbidity and mortality, with more than 890 cases treated in under 5 in 2024. In Moisala, south Chad, the incidence of malaria during the high transmission season is very high, with 40,000 cases in under 5 treated in average every year, from June to December. So now you can see on the slide a timeline with the evolution of the program in Moisala and the weekly number of cases and the timing of the different rounds of SMC. So MSF program started in 2010, and the SMC started in 2012 and was progressively scaled up to the entire district with 4 rounds. In 2019, SMC stopped because it was not considered as an eligible area due to the long rainy season, but it was reauthorized in 2020. And in 2021, to take into account the longer rainy season, the Malaria National Control Program of Chad asked the addition of a 5th round to better cover the long transmission season. So this additional round was first implemented in November, and in 2023, the round was moved to June to cover the beginning of the rainy season. So here we are going to focus in 2018-2023 because we had access to a consistent data set from MSF. So as we have seen over the years, the number of rounds, 4 to 5, and the timing, starting months, have been implemented. They changed it. So we will call this the timing round, and the round the strategies. In addition, the number of cases are influenced by the timing, but also by the magnitude of the rain. But of course, the beginning of the SMC has to be decided ahead of the rainy season for obvious logistical reasons. So the objective of the model here is to inform what is the optimal strategy for SMC in Moisala, and we defined optimal in terms of case averted using the routine data from 2018 to 2023. Using only the data we have available, it may be difficult to determine the optimal SMC strategy. But by combining the data we do have with a mechanistic model of malaria transmission, we can answer more complex questions than if we were to rely on data alone. The mechanistic model represents malaria transmission dynamics with a set of mathematical equations. With our particular model, we account for many factors that influence malaria transmission dynamics, including incomplete reporting, SMC coverage, and a changing population. We also include real-time rainfall and temperature data, which influence the mosquito life cycle and therefore malaria transmission. Once we have our model, we calibrate it to the available data. In this case, our data is the number of weekly uncomplicated cases of malaria and those under 5 years old. Calibrating the model to data allows us to best represent the dynamics in our particular context. Now that we have our calibrated model, we can use it to assess different SMC strategies. These strategies could include, for example, 4 rounds or 5 rounds of SMC, or starting SMC in June or July. Shown here is the actual data, the observed number of weekly uncomplicated malaria cases, and here's the result of the model calibration process. The orange curve are the values given by the model, with the surrounding band representing the uncertainty interval. We see that our model is able to reasonably reproduce the malaria transmission dynamics in Moisala. Now that we have some confidence our model is working well, we can use it to answer questions about different strategies. For example, what if there was SMC in 2019?
What if a fifth round of SMC was not added in 2021? Or what if SMC in 2023 started in July and not June? We first explore what malaria in Moyesala would have looked like in 2019 if SMC had not been stopped. The orange curve shows the strategy that was actually implemented, where there was no SMC in 2019. The shaded rectangles are the period where SMC was given. Now in blue is the alternative strategy where SMC was actually given in 2019. By comparing these two curves, we can quantify the impact of having stopped SMC in 2019. To better see the difference between the curves, we will zoom in on just the year of interest. Now comparing these curves, we estimate that about 11,200 cases would have been averted had SMC been given in 2019, translating to about a 19% reduction in cases during the high transmission season. This suggests that SMC is effective at preventing uncomplicated malaria in Moyesala. Now we try to quantify the impact of having added a fifth round of SMC in 2021 and 2022. Again, here in orange is the trajectory using the strategy that was implemented. So here that means doing 5 rounds of SMC, starting in July in 2021 and 2022. And we add to this what had been done previously, which was 4 rounds of SMC, starting in July. To measure the impact, we compare the difference between the two curves. Again, we zoom in to better see the difference. For illustrative purposes, we just showed 2021, but the results are similar for 2022. Comparing these strategies, we estimate that there were about 2,660 less cases per year, doing 5 rounds compared with 4 rounds would have been done. This is about a further 6% reduction in cases and suggests adding a fifth round of SMC had an impact on reducing uncomplicated malaria. We now try to determine the impact of having moved the 5 rounds of SMC forward so that the first round begins in June instead of July. We take a similar approach here and compare the strategy that was actually implemented, where in 2023 SMC began in June, to what was done previously, where SMC started in July, shown here in blue. Like done previously, we take a closer look at the year of interest. Here we have the number of malaria cases in 2023 on top, and rainfall in the plot below. We see that by putting the first round of SMC in June instead of July, the peak in cases at the start of the rainy season is prevented. On the other hand, starting in July and finishing in November prevents the small rebound that occurs towards the end of the rainy season. Looking at the difference between the strategies yields an estimated 580 less cases when starting in June instead of July, which is about a further 1% reduction in cases during the high transmission season. Although the difference in cases between strategies is small, the results suggest that starting in June helps reduce the peak in cases at the beginning of the season, which may help to not overwhelm the health system. We have shown that having added a fifth round of SMC in 2021 and moving SMC to start in June in 2023 likely had positive impacts on reducing the malaria burden. But the optimal strategy may differ year to year based on rainfall and temperature patterns. Now we try to determine what would have been the optimal strategy over the entire time period from 2018 to 2023 to account for these potential differences. We assess the 3 strategies actually implemented, so 4 rounds of SMC starting in July and 5 rounds of SMC starting in June or July. We also test one additional strategy of 4 rounds of SMC, with the first round being in June. Each strategy will be compared to a baseline. Here the baseline is the original strategy of 4 rounds of SMC starting in July. And we are assuming an SMC coverage of 86% for each round, so we compare the strategies themselves and not differences in coverage. We start with the baseline strategy, again 4 rounds of SMC with the first round in July. On the left is the reduction in cases compared to this baseline, and the right is the weekly cases from 2018 to 2023 under the given strategy. We now compare this baseline to 4 rounds of SMC starting in June, where we see little difference over starting in July. However, adding a 5th round has a pronounced impact, and shifting the first round to June leads to a further reduction in cases.
These results provide additional evidence that the current strategy being deployed in Moisala, 5 rounds of SMC starting in June, has the greatest impact on reducing uncomplicated malaria cases in those under 5 years old. So the study shows that SMC has an important impact on the malaria burden in Moisala, but optimizing the strategy could even help reduce further the cases. So the mechanistic model is a powerful tool to test hypotheses and inform SMC strategies tailored to the context. Other hypotheses can also be tested, like changing the age of inclusion in SMC, changes in rains or climate changes, or also interval between rounds. But the recommendation could also evolve as the rainy season and climate change. However, some limitations have to be mentioned. The model is always a simplification of the reality, and in our case, for instance, it does not take into account the spatial heterogeneity of the district within Moisala. Secondly, model outputs are as good as the data used, and changes in case reporting or a certain uncertainty in coverage data can affect the model output. So there are some next steps planned. So we are going to integrate new data into the model, such as severe cases and death, sub-district level data in Moisala, and previous years and more recent years. And finally, the model will be extended to include the RT21 vaccine that will be rolled out for the first time in June 2025 with SMC, and that should help to define the best strategy. Thank you. So finally, we want to thank our colleagues at MSF in N'Djamena, Paris, and Moisala, and the PNLP team, and also Swiss TPH and Epicentre, especially Clara and Anton. Thank you. And I'd just like to add a thank you to Jess and Nick for presenting this important research. I think it's a really nice example of how one of these mechanistic models can have a really direct and quite timely impact and help serve our operations. Pour la prochaine étape, nous allons switcher en français. Donc, c'est un très grand plaisir d'introduire Dr Mahamat Saleh Issaka Diar, qui est le directeur du Programme national de la lutte contre le paludisme au Tchad, qui va nous présenter une vue d'ensemble de l'arsenal de lutte contre le paludisme au Tchad, dont la chimioprévention saisonnière fait partie. Il partagera aussi quelques réflexions sur la manière dont une analyse détaillée des données relatives au paludisme et à la CPS a non seulement contribué à définir les stratégies de la mise en œuvre, mais aussi à aider à garantir un financement continu pour des interventions essentielles de lutte contre le paludisme au Tchad. Dr Diar, s'il vous plaît. Merci Sakim. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Pour moi, c'est la première fois que je prends part aux journées scientifiques d'Epicentre, même si on travaille depuis un bon bout de temps avec l'équipe de MSF. Alors, nous, en tant que programme au niveau du Tchad, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, on met en œuvre un peu les stratégies qui se font un petit peu partout en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne et les zones d'endémicité de palu, mais non seulement l'Afrique subsaharienne, mais aussi le reste des pays au niveau de l'Afrique. Le programme, comme institution, a pour charge en fait d'élaborer les directives, d'avoir sa mission d'élaborer les directives et de les faire respecter, mais également de mobiliser en fait le financement et de proposer des stratégies de lutte contre le paludisme. Et nous avons un plan stratégique qui est quinquennal. Et dans le plan, les différentes interventions qui sont ressorties, ce sont des interventions de prise en charge et de prévention. Sur les interventions de prise en charge, nous testons en fait à travers les TDR au niveau des formations sanitaires les tests, pour tester les cas de palu. La prise en charge proprement dite par les formations sanitaires, mais également la prise en charge au niveau communautaire par les agents de santé communautaires. Et également, nous intégrons certaines cliniques privées aussi à but lucratif qui quand même collectent les données. À côté, nous avons en fait
les interventions de prévention, notamment la CPS est compris. Il y a la promotion de l'utilisation des moustiquaires à travers les campagnes de distribution des moustiquaires des masses qui se font chaque 3 ans. Également, en fait, la distribution des routines qui se fait chaque année pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Nous faisons également, en fait, dans certaines zones, la pulvérisation intradomiciliaire, mais également le TPI pour les femmes enceintes et la CPS. Donc la CPS, nous sommes l'un des pays qui a commencé très tôt la CPS en 2013. Et nous avons évolué en faisant en fait l'extension de cette stratégie-là à plusieurs niveaux. Et lorsqu'on a commencé, en fait, c'était une stratégie quand même selon les recommandations de l'OMS, que ça soit utilisé au niveau d'une zone à transmission où la transmission n'est pas très longue. Voilà, une transmission saisonnière comme son nom l'indique. Et les zones dans lesquelles nous intervenons, le Moïsala ne faisait pas partie. Donc il y a eu cette initiative des MSF avec l'implémentation de la CPS dans Moïsala. Et donc, qui n'était pas, comme ça a été si bien dit pendant la présentation, ne respectait pas en fait certains critères, parce qu'il n'y a pas que seulement les critères de la saisonnalité des pluies, mais également en fait il y a l'aspect en fait transmission des cas. Est-ce que voilà 60% des cas sont transmis pendant cette période, ainsi de suite. La stratégie a été arrêtée en 2019, comme ça a été dit. Nous avons travaillé ensemble avec MSF. C'est parti d'une volonté commune à nous tous d'innover, d'apporter en fait un changement afin de répondre aux besoins. La zone méridionale au Tchad, en fait, c'est la zone la plus peuplée. Et en termes de données, nous avons quand même 60% des cas de palud et de décès qui survenaient au niveau national et qui concernaient en fait les enfants sont rapportés par cette zone. Et donc, c'est une zone dont en fait, l'impact du palu est très élevé, mais qui ne bénéficiait pas de la CPS. Et donc, pour nous, c'était une occasion de voir est-ce que cette stratégie ne nous permettrait pas voilà, de répondre à un besoin qui est de couvrir en fait, ces enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Et donc, nous avons travaillé ensemble. Et donc, cette stratégie a été revue, où nous nous sommes mis ensemble pour étendre surtout en fait, le nombre de cycles afin que cette zone où la saison de pluie est très élevée en fait, qu'on puisse couvrir les enfants pendant la période de haute transmission qui va en fait, de juin jusqu'en décembre et même au-delà dans certaines années. Et d'autre part, en fait, c'est également un document de plaidoyer parce qu'on est en train de renouveler notre plan stratégique. Et donc, on s'est dit, en mettant en œuvre cette stratégie-là dans Moïsala, les évidences qui vont ressortir de là vont nous permettre de justifier que même si tous les critères, en fait, tels que c'est défini, ne sont pas retrouvés dans cette zone, on peut prouver que la période de haute transmission, en fait, de palu, même dans une zone très endémique, il y a une forte saisonnalité dans la transmission. Et donc, le résultat que vous avez vu montre clairement que de juin à décembre, en fait, c'est vraiment la période où on a le pic des cas de palu. Et donc, si on met en œuvre cette stratégie pendant cette période, ça permettait vraiment de diminuer drastiquement. Et donc, cette expérience nous a permis également de faire une stratification. Donc, nous avons étendu la stratification de palu au niveau national afin de revoir même la planification de nos stratégies. Où est-ce qu'on peut faire la CPS? Parce que tout est revu avec la stratification. Où est-ce qu'on peut distribuer les moustiquaires? Où est-ce qu'on peut combiner la distribution des moustiquaires et la CPS? Où est-ce qu'on peut faire la pulvérisation et les autres stratégies? Et donc la stratification que nous avons faite nous a permis vraiment d'être très à l'aise sur la demande de financement que nous avons introduit auprès du Fonds mondial pour la période allant de 2025 à 2027. Et malheureusement, en fait, il s'est posé un problème de financement. Nous n'avons pas pu couvrir tous les districts, mais quand même, nous avons réussi à revoir par priorité quels sont les districts dans lesquels on peut mettre en œuvre la CPS. Et donc, nous avons rajouté d'autres districts supplémentaires qui ont en fait voilà, une périodicité de transmission plus élevée. Que nous avons en fait intégré dans la stratégie. Et donc, nous sommes encore en train de voir
est-ce qu'on ne peut pas profiter également de la stratégie communautaire pour mettre en œuvre la CPS dans ces zones-là. Et j'avais oublié aussi de parler dans la prévention, nous avons intégré également le vaccin que nous avons lancé en octobre, dont la directrice des vaccinations est là, elle pourra revenir là-dessus. Et donc, vraiment, cette stratégie de stratification permet maintenant, en fait, de prioriser où est-ce qu'on peut mettre en œuvre donc les différentes stratégies, et surtout dans un contexte de mobilisation des ressources difficiles, de canaliser vraiment, en fait, les ressources dans les zones où on peut mettre en œuvre des activités et avoir un fort impact. Merci. Merci, Dr. Diar. Donc, oui, je voulais juste souligner un de ces derniers points. En fait, c'est quand on parle du paludisme, c'est vraiment une approche sous-nationale. C'est pas une one size fits all pour tout le pays. Donc, c'est très important de faire cette stratification pour voir quelles interventions seront les meilleures pour chaque endroit. Et bien sûr, avec l'introduction des vaccins antipaludiques, ça va changer un peu le milieu. Donc, ensuite, nous allons aborder, bien sûr, le sujet du vaccin antipaludique, car en juin 2025, en collaboration avec le ministère de la Santé au Tchad et MSF France, Epicentre va lancer à Moïsa, le Tchad, un essai randomisé en grappe. Ce sera une étude d'implémentation. C'est vraiment pour comparer deux stratégies d'implémentation différentes du vaccin dans un contexte où ça existe déjà, la CPS. Y compris un bras qui va livrer le vaccin aux enfants moins de 5 ans en forme de campagne synchronisée avec l'administration au même temps que la CPS. C'est important de noter que l'expérience mondiale des autres pays ayant déjà introduit le vaccin contre le palu dans le cadre de la vaccination PEV au cours de l'année dernière a toutefois mis en évidence certains défis à prendre en considération. Le vaccin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un schéma de 3 doses préliminaires et il faut avoir tous les 3 doses. Et après, donc ça c'est dans la première année de vie, et dans la deuxième année de vie, il nécessite une dose de rappel. Donc, notamment, ça pose plusieurs défis au ministère de la Santé, notamment le coût de l'implémentation du vaccin, les multiples visites supplémentaires dans le cadre de PEV de routine, et aussi la logistique pour la chaîne de froid. Et l'expérience globale rapportée à travers l'année dernière, après l'introduction du vaccin dans d'autres pays, a démontré que c'est très difficile pour obtenir une bonne couverture du 3e dose. Donc, c'est un défi. L'efficacité, bien sûr, c'est pas parfait, mais des études antérieures nous disent que la combinaison de plusieurs mesures de prévention est essentielle et même synergique. Le vaccin contre le palu a été déjà introduit l'année dernière, en octobre 2024, en même temps que 2 autres antigènes, le PCV et le rotavirus. C'est une approche très ambitieuse et commandable, centrée sur l'enfant et ciblant 3 des principales causes de mortalité infantile. Donc, c'est donc un grand plaisir, un grand honneur que je vous présente aujourd'hui Dr. Antoinette Demien, la directrice de la vaccination, de la lutte contre la maladie et de la surveillance épidémiologique au Tchad. Elle va nous présenter les principaux résultats du programme du PEV et aussi partager quelques réflexions sur l'expérience après cette introduction du vaccin anti-palu. Merci. Merci, Sachine. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Pour l'introduction du vaccin R21 au Tchad, je pense que le vaccin palu, c'est l'un des vaccins les plus attendus du continent africain. Et comme elle l'a dit, le paludisme est la première cause de mortalité au Tchad, suivie de la pneumonie et de la diarrhée. Donc, on a saisi l'occasion pour introduire les 3 vaccins au même moment en octobre. Mais le vaccin que les mères attendaient le plus, c'était le vaccin contre le paludisme. Donc, pendant l'introduction, les premiers jours,
On s'est retrouvés au bout de quelques jours en rupture parce que toutes les mères venaient amener les enfants pour se faire vacciner. Et certaines diminuaient l'âge délibérément des enfants. On a dit que c'est pour les enfants de 6 mois pour la première dose. Mais on s'est retrouvés où les agents de santé ont vacciné les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Et quand la mère amène un enfant, tu refuses de vacciner, ça risque d'avoir des répercussions sur les antigènes. Donc ils étaient obligés de vacciner. Au bout de 2 semaines, on a fait sortir une note pour essayer de régulariser. Il y a eu un peu d'impact, mais bon, c'est très limité parce que tout le monde veut prendre le vaccin contre le palu. Les adultes aussi commençaient à en demander. Et les plus grands défis, c'est que les gens avaient tendance à penser que c'était un vaccin magique où dès qu'on prend, on n'a plus besoin de prendre les autres, de faire les autres stratégies de lutte contre le paludisme. On a même eu un agent qui est venu dire « Ah, depuis que ces jumelles ont pris le vaccin, à partir de 17h, il n'a plus besoin que ces jumelles restent sur les moustiquaires. Il a pris les 2 doses, donc là, il est libéré. » On dit non, ce n'est pas que les 2 doses, il faut prendre les 4 doses combinées aux autres stratégies de lutte contre le paludisme. Et l'un des autres défis aussi, c'est que la première dose, là, nous sommes à 98% de couverture, mais la 3e dose, nous sommes à 48% et la 4e dose, 5%. Parce qu'il faut une très bonne communication en amont pour dire que ce n'est pas que les premières et les 2e doses, mais il faut prendre les 4 doses. L'avantage aussi de cette introduction, c'est qu'on a fait une étude sur l'acceptabilité de ces vaccins parce que la 3e dose, c'est à 9 mois. Et à 9 mois, on a 5 antigènes où les enfants prennent. Donc notre inquiétude, c'est que les mères refusent parce qu'il y a plusieurs injections. Mais au contraire, le vaccin palu nous a permis de rattraper assez des enfants, en fait les sous-immuniser. Et l'étude a démontré que les mères, les consultations curatives aussi ont augmenté grâce au vaccin contre le palu. Parce que les mères amenaient les enfants pour prendre le vaccin. Et elles en profitaient aussi pour se faire consulter les enfants au lieu de faire l'automédication à la maison. Mais il y a aussi le problème de communication qui reste. Parce que la communication, les gens pensent que dès que je prends le vaccin, c'est fini. Moi, je n'ai plus besoin de me protéger contre les autres. C'est pour ça que je pense que l'étude qu'on va faire, le lancement sera le 16 juin. Ça vient à point nommé parce que on va faire, ce sera 2 bras. L'autre, c'est la vaccination de routine normale. Et l'autre, c'est la chimioprophylactique plus la campagne de vaccination. Donc, on attend énormément de cette étude qui va beaucoup nous orienter. L'étude sera à Moïsala et à Dembo, ces 2 districts qui ont des incidences très élevées. Et on espère que ces études vont vraiment nous orienter et peut-être qu'on va revoir les stratégies pour la vaccination contre le paludisme. Merci, Sacha. Merci, Dr. Antoinette. Et je pense que Dr. Antoinette, elle a vraiment soulevé plusieurs points très, très importants. Donc, la sensibilisation sur cette nouvelle introduction, c'est quelque chose d'essentiel, pas seulement pour la communauté, mais aussi pour les travailleurs de santé, pour qu'ils comprennent les messages. Et en plus, en fait, pour le moment, on ne sait pas exactement les meilleures stratégies. Il y a des évidences dans les contextes saisonniers pour une bonne timing de l'introduction du vaccin, mais quand on fait ça à l'échelle, il nous faut des évidences. Donc, hâte de vous présenter quelques résultats peut-être l'année prochaine sur ça. Donc, je pense qu'on a juste 2 minutes pour quelques petites questions. Donc, Bonjour à tous, je suis Olivier, coordinateur médical pour MSF France au Tchad. Je voudrais saluer la présence de Dr Diar et Dr Antoinette avec lesquels nous collaborons étroitement pour la lutte contre le paludisme. Compte tenu du temps, je vais être bref. En fait, je salue les recommandations lors de la présentation de tout à l'heure.
considérant qu'effectivement la CPS en français, pour parler de chimio-prévention du paludisme saisonnier, pourra évoluer parce qu'effectivement avec tous les changements climatiques, aujourd'hui on a les pluies déjà qui ont commencé dans la zone sud depuis le mois de mai et vous voyez que les pluies s'étendent jusqu'en décembre. Donc par le passé, je sais que la CPS se déroulait de juillet à octobre, après ça a évolué de juin à novembre, on est passé de 4 à 5 cycles, certainement avec ce changement climatique et puis cette saisonnalité des pluies, peut-être que ça pourrait être revu. Je voulais aussi signaler que la CPS dans son déroulé a connu beaucoup d'évolutions. Au départ, quand ça a commencé, c'était plus des sites fixes. Aujourd'hui, il est plus au Tchad entraîne des inondations, des routes qui sont coupées, des difficultés de se déplacer. Donc, on est de plus en plus à des stratégies de porte en porte. Donc, ce sont des agents qui se promènent avec les médicaments qui vont de porte en porte pour pouvoir faire l'administration aux enfants. Et on salue la présence aussi de la vaccination R21 qui a été introduite au Tchad, qui fait partie aussi de l'arsenal de prévention de la lutte contre le paludisme. Et pour terminer, je dis que déjà après avoir passé 1 an au Tchad, on voit l'impact réel de la CPS dans nos consultations, dans nos hospitalisations. On sent vraiment que lorsque le passage se fait, on a très souvent une baisse des admissions pour cas liés au paludisme. Parce que même si nous ne sommes pas dans tous les centres de santé dans la zone de Moïsala, MSF assure la référence des enfants qui viennent de ces différents centres au niveau de l'hôpital de Moïsala. Donc ça nous permet de monitorer un peu le nombre d'enfants qui arrivent. Donc ça a vraiment un impact, et comme je le dis, avec les changements climatiques et les études qui sont en train d'être faites et l'étude qui se fera bientôt en collaboration avec le ministère de la Santé, on espère que ces stratégies-là seront de plus en plus renforcées. Merci. Merci, Dr. Olivier. Peut-être, Dr. Diar, est-ce que vous voulez ajouter des retours? Parce que je sais qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion de vraiment creuser ce sujet de chauffement climatique, mais c'est vrai que ça va compliquer les choses. Alors, la question du changement climatique, je pense que ça doit être une question obligatoire même dans la lutte contre le paludisme. On ne peut pas lutter contre le paludisme sans prendre en compte l'environnement dans lequel on vit. Parce que aujourd'hui, en fait, avec les inondations que nous connaissons, surtout en Afrique subsaharienne, j'ai vu également que très souvent, en fait, c'est dans les années paires que les inondations, nous les avons, parce qu'on en a eu en 2022, en plus, ensuite en 2024, ainsi de suite. Et ces inondations impactent beaucoup sur la transmission du paludisme. Ça rallonge en fait la période de haute transmission de palu parce que les pluies durent plus longtemps, mais ça joue également sur l'intensité en fait de la transmission et aussi sur l'agressivité en fait des vecteurs. Mais de plus en plus également, on a remarqué aussi l'introduction également en fait d'autres vecteurs qui sont beaucoup plus virulentes, comme agressives, je vais dire, comme le céphanzie, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, la lutte contre le paludisme ne peut pas se faire sans vraiment prendre en compte en fait l'aspect environnemental. Une étude sur l'impact du paludisme que nous avons faite à Niamey après les inondations, ça montre clairement que la période de haute transmission qui devait se finir en octobre, donc de juillet à octobre, on a remarqué, après les inondations de 2022, jusqu'en décembre, en fait, il y avait des gîtes larvaires qui étaient actifs et donc qui produisaient en fait, voilà, des moustiques et ça continuait en fait, voilà, à transmettre le paludisme. Et donc, la CPS maintenant doit être revue en fonction des aspects environnementaux et afin que ça soit efficace, il faudrait prendre en compte vraiment cette période de haute transmission qui est rallongée suite au changement climatique. Merci beaucoup. Et si je peux juste compléter aussi, c'est une hypothèse aussi avec cette étude en collaboration avec le ministère de la Santé que de faire la vaccination au début de la saison de pluie. En fait, ça pourrait aider à protéger à la fin de la saison qui nous semble depuis quelques années, ça commence à se prolonger. Donc, c'est une hypothèse, mais à travers des études comme ça, on aura un peu plus d'informations qui va vraiment nous guider sur la meilleure implémentation de ces outils ensemble contre le paludisme. Il y avait encore une question? Oui, Marilyn Bonnet, IRD.
Moi, j'ai découvert récemment la CPS au Cameroun et c'est vrai que c'est une intervention qui est extrêmement bien, acceptée et promue par les programmes, les ministères de la Santé. Par contre, c'est quand même une intervention très lourde qui mobilise toutes les ressources un peu de santé sur une période de 4 mois avec un engagement communautaire, sensibilisation, logistique énorme. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce contexte un peu international de la baisse des financements, et notamment avec la Presidential Malaria Initiative, le Fonds mondial. Il y a eu énormément, au Cameroun par exemple, ils ont failli ne pas être financés pour la CPS de 2025, et grâce à une fondation américaine a repris, mais les financements américains avaient complètement stoppé la CPS. Donc ma question, elle est plutôt sur, est-ce qu'il y a un petit peu des options, alors de simplification, je ne sais pas, mais en tout cas avec toutes ces analyses de modélisation, de travailler aussi sur peut-être des stratégies qui coûtent moins cher ou plus simples, ou je ne sais pas, qui permettraient justement d'assurer un peu la pérennité de ces interventions de prévention qui sont les premières coupées dans la suppression des financements internationaux qui ne sont pas qu'américains, entre guillemets. L'AFD, c'est 40% de coupe de financement, il faut le dire. Donc voilà, je mets un petit pavé dans la mare, mais je pense qu'il faut être un peu réaliste, au-delà de ce que fait MSF. Oui, merci beaucoup pour cette question. Et encore une fois, on n'avait pas vraiment la possibilité d'aborder ce sujet en détail, mais c'est vrai, dans ce contexte d'un financement qui devient de plus en plus contrainte, c'est le moment pour vraiment les intégrations. Et pour le PALU, ça a toujours été le cas, mais c'est vraiment le moment maintenant pour savoir comment on peut faire ça. Déjà, peut-être Dr. Diak Oui. compléter. Oui, moi je prends la question. Oui, pendant longtemps, en tout cas, nous on n'est pas PMI. Hein. Le Tchad n'est pas PMI depuis plusieurs années déjà. Et on disait, malheureusement, on n'est pas PMI. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on dit plutôt heureusement qu'on n'est pas PMI, parce qu'il y a beaucoup de pays qui comptaient énormément sur ces financements-là, un peu comme l'image du Burkina, du Togo et d'autres pays, qui sont aujourd'hui privés en fait de plusieurs millions donc de financements qui servaient à implémenter la CPS. Aujourd'hui, il faut trouver en fait des financements afin de répondre à cette question. Et nous, en tant que pays, généralement, on parle de la question des pérennités, donc des investissements, tout ça. J'ai vu aussi que les campagnes, en fait, quand on fait des campagnes de vaccination, c'est pas lourd. Mais curieusement, quand c'est pour le PALU, comme la CPS et tout ça, ça devient lourd. On est en train de voir, comme je le disais tout à l'heure, on veut expérimenter en fait la chimioprévention de paludisme saisonnier communautaire en pilote. Donc on va commencer en 2026. Où nous allons en fait mettre à la disposition des agents de santé communautaire les médicaments afin qu'ils administrent au niveau communautaire, donc des enfants qu'ils prennent en charge. Parce que nous avons des agents de santé communautaire qui font en fait la prise en charge à domicile. Et donc on a dit, pendant une période, on va rajouter une charge supplémentaire à ces agents-là. On leur met à disposition les intrants et c'est eux-mêmes qui vont maintenant administrer aux enfants de moins de 5 ans et de faire remonter les données. Et donc ça, c'est une stratégie pilote qu'on veut expérimenter avec le financement du Fonds mondial et de voir un peu vraiment est-ce que ça va jouer sur la couverture de la stratégie ou pas. Et donc cette pilote va nous permettre maintenant en fait d'avoir en fait les évidences, et si les évidences sont dans le sens où nous voulons, c'est-à-dire assurer une couverture des enfants, pourquoi ne pas ramener cette stratégie-là qui a duré trop longtemps là, en routine. Et donc, ça permettrait maintenant de gagner en fait en temps et aussi en ressources financières. Merci. Et j'ai une question. Oui, j'ai une petite question. Alors, Delphine Sauvageau, épidémiologiste. C'est mon manque de connaissances sur le sujet, mais effectivement, la vaccination donne énormément d'espoir. Et on espère effectivement qu'elle va avoir un impact important. Maintenant, qu'en est-il d'une exposition naturelle au cours du processus de vaccination, c'est-à-dire avant que les 3 premières doses ne soient faites, et encore moins la booster dose? Est-ce qu'une exposition naturelle pourrait avoir un effet booster
déjà? Et est-ce que ça pourrait pas être aussi une partie d'une stratégie pour alléger un petit peu cette période critique? Première question. Deuxième question, c'est par rapport au fait où, au Tchad, je ne pense pas que ça soit le cas, mais dans beaucoup de pays, il y a de la dengue aussi, donc un autre vecteur. Comment finalement, est-ce qu'il y aurait des réactions croisées de ces différentes stratégies? Est-ce qu'il y aurait un effet cumulé des deux? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Merci. Merci. En fait, le vaccin palu, il n'y a pas assez de recherche très poussée pour l'exposition naturelle ou pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs études. Avant, c'était juste le RTSS et R21. Mais l'exposition naturelle pour faire effet booster, bon, je ne pense pas trop, parce que même le vaccin n'est pas, l'efficacité, ce n'est pas à 100%, parce que c'est en complémentarité avec les autres stratégies de lutte contre le paludisme. Pour ça, on peut avoir l'effet. Donc, actuellement, les scientifiques sont en train de travailler pour vraiment trouver un vaccin qui peut être efficace. Bon, on espère que d'ici quelques temps, ça va avoir lieu. Pour la dengue, c'est vrai qu'au Tchad, avant, on n'avait pas de cas de dengue, mais avec l'arrivée des réfugiés soudanais à l'Est, en 2023, on a commencé à avoir des cas de dengue. Et le vaccin, je pense qu'en 2026, ça va entrer dans les cycles de Gavi. Donc, on est en train de faire des documents pour pouvoir avoir les vaccins sur la dengue. Mais ça, c'est le vaccin contre la dengue, pas le R21. Donc, le Tchad, avec l'arrivée des réfugiés, est en train d'enregistrer ou bien d'avoir des épidémies qu'on n'avait jamais connues, notamment la dengue, maintenant la méningite de type C, la leishmaniose. En tout cas, il y a plein d'épidémies avec l'arrivée de nos frères soudanais, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes, mais... Voilà, merci. Alors, j'ai une question par ici. Alors, c'est beaucoup plus opérationnel. Pour la mise en œuvre des programmes de CPS sur les terrains, comme il vient de le dire, dans la plupart des pays, la première dose est donnée par les agents de santé et les deux autres doses sont données par les maires. Donc maintenant, au Tchad, je veux savoir quelle stratégie vous appliquez sur le terrain. Et aussi, si vous voulez faire une stratégie couplée avec la vaccination, comment est-ce que vous comptez gérer l'administration des doses à domicile, aussi les vaccinations? Donc comment, sur le plan opérationnel, vous comptez faire la mise en œuvre de ces deux stratégies en même temps? Vous voulez commencer et je peux compléter? D'accord. Moi, je vais répondre pour la partie CPS. Hein. La partie CPS, c'est que nous, en 2024, par exemple, nous avons administré la CPS dans 88 districts. Et donc, la CPS, c'est une activité qui dure 3 jours de distribution et le 4e jour, généralement, en fait, c'est pour le ratissage. Et donc, les agents de santé communautaire, ils ont beaucoup de travail. Et dans le cas également, en fait, où on n'a pas beaucoup de financement pour étendre le nombre, parce que soit on étend en fait le nombre de jours de travail, soit on augmente le nombre des agents qui vont faire le travail. Et dans les deux cas, c'est cher. Et pour nous, c'est vraiment une hantise de savoir est-ce que le 2e et le 3e jour est réellement administré par le parent, en fait, par les responsables des enfants. C'est très important. Mais la stratégie que nous avons au niveau du pays, c'est que la première dose, ça se fait directement observé par les agents de santé communautaire, mais le 2e et le 3e jour, c'est les parents qui administrent. Avec certains partenaires comme Malaria Consortium, nous faisons en fait des LQAS pour voir un peu comment ça se passe, ainsi de suite. Mais ça fait partie vraiment des sujets de recherche sur lesquels on veut voir si réellement... Il y a un étudiant qui a un sujet sur ça, je pense pour 2025, la campagne de 2025 à N'Djamena, on va profiter à petite échelle de voir si vraiment l'observation du 2e et 3e jour c'est respecté par les parents ou pas. Mais la stratégie qui est retenue actuellement, c'est de donner les premières doses directement observées, 2e et 3e administrées par les parents des enfants.
Oui, pour la combinaison des stratégies, comme on l'a dit, c'est une étude à Moïsala et Dembo, c'est 27 centres de santé. La CPS et la campagne, ça va commencer en juin, ça c'est pour la première dose. Il y aura un suivi régulier de ces enfants qui vont entrer pour l'étude à travers un tracker. Donc la CPS va se passer normalement et la vaccination, il y aura un suivi complet pour les 4 doses. Donc le tracker va permettre aussi de contacter les parents pour le suivi au niveau à la maison, mais aussi pour le rappel, pour que vraiment les enfants reviennent pour prendre les 4 doses. Donc, vu que ce n'est pas à l'échelle nationale, c'est faisable. Et après, on va voir comment mettre ça dans tous les 2000 centres de santé. Oui, et juste pour compléter une partie de la préparation, de la mise en œuvre de ces stratégies, c'est vraiment de la sensibilisation. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille en collaboration avec des collègues au ministère de la Santé et dans les districts, avec les chefs de village, les groupes des mamans, pour sensibiliser sur l'importance de continuer de prendre la CPS comme avant et assurer l'adhérence aux 3 doses chaque mois. Et puis, pour le vaccin qui va être introduit, c'est qu'il faut compléter le schéma de 3 doses et avec la dose de rappel l'année prochaine. Okay. Donc, je pense qu'on est... Oui, je suis désolée, je sais qu'il existe encore des questions. N'hésitez pas à nous solliciter après. Mais merci beaucoup. Et je veux demander à remercier tout le monde qui est venu ici pour le panel et surtout nos collègues Dr. Diar et Dr. Antoinette Demia de Tchad.